Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert, en accueillant ce soir Philippe Mauguin, président directeur général de l'INRAE, donc Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Monsieur Mauguin a occupé des fonctions de chercheur, des fonctions au cabinet ministériel et des fonctions exécutives en administration déconcentrée, en administration centrale et en agence. Vous avez notamment été directeur de l'agriculture et des bioénergies à l'ADEME, conseiller du Premier ministre pour l'agriculture, la forêt et l'alimentation et directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture avant de prendre la tête de l'Institut national de la recherche agronomique, devenu l'INRAE, après sa fusion avec l'IRSTEA, c'est-à-dire Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. M. Mauguin est accompagné par plusieurs personnes que je tiens à saluer. Madame Monique Axlos, directrice scientifique, alimentation et bioéconomie, Monsieur Luc Philodeau, directeur de l'Institut Carnot 3B CAR, qui accompagne les entreprises dans le développement d'innovations dans les domaines des bioénergies, des biomolécules et des matériaux biosourcés. Et Bernard Curec, directeur de recherche à l'Institut mixte de recherche fractionnement des agro-ressources et environnement, c'est-à-dire phare. Participe également en audition et à l'audition et en visio Monsieur Nicolas Bernet, directeur du laboratoire de biotechnologie de l'environnement de Narbonne, et Madame Isabelle Brossier, chef de cabinet de Monsieur Mauguin. Alors, cette réunion, elle est captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat, sur lequel elle pourra ensuite être consultée en vidéo à la demande. Monsieur le Président directeur général, Mesdames et Messieurs, notre mission d'information comprend des membres issus des différentes commissions du Sénat qui représentent en même temps l'ensemble des groupes politiques de notre Assemblée. Le développement des filières de biocarburants, de carburants synthétiques durables et d'hydrogène vert représente un enjeu important pour permettre à la France et à l'Union européenne d'atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, mais aussi pour notre souveraineté et la compétitivité de notre économie. La France a développé une politique ambitieuse en matière de biocarburants qui a eu des effets significatifs tant en termes de production que d'incorporation de biodiesel ou de bioéthanol dans les carburants. Ces orientations se trouvent aujourd'hui contestées ou interrogées par certains organismes. Pour synthétiser, nous avons eu 3 grands types de questionnements ou d'interpellations concernant les biocarburants. Tout d'abord, les analyses des acteurs divergent parfois sur l'intérêt des biocarburants de première génération, en tenant compte à la fois de l'enjeu de résilience du monde agricole, de la concurrence des usages agricoles et du bilan environnemental global de ces biocarburants. Nous serons évidemment attentifs à votre analyse. Ensuite, l'enjeu que représente la biomasse en dehors de la première génération a donné lieu à des prises de position très contrastées. Certains acteurs considèrent que la ressource est drastiquement limitée et qu'elle soulève des problèmes difficilement solubles de collecte efficace, tandis que d'autres ont une vision, je ne sais pas si on dit, beaucoup plus positive sur le sujet. C'est évidemment un point majeur, car de cette analyse peut découler à la fois des options de répartition des carburants entre filières, mais aussi certaines analyses sur une forme contrainte de sobriété. Nous avons également eu des approches très contrastées concernant les biocarburants de 2e ou 3e génération et sur la capacité à passer à un mode de production industrielle à l'horizon de temps raisonnable. Lors de notre visite au centre du CEA à Cadarache, vendredi dernier,
Nous avons évoqué les recherches en cours sur les microalgues, mais il ne s'agit pas d'une solution à déploiement rapide, si nous avons bien suivi les choses. Nous sommes heureux d'entendre l'analyse de l'IRAE, qui est une expertise spécifique sur ces sujets. Notre rapporteur, M. Capo-Canellas, qui est à l'origine d'ailleurs de notre mission, vous a adressé un questionnaire qui peut servir de guide, mais vous pouvez introduire votre propos comme vous l'entendez. Je passerai ensuite la parole à notre rapporteur, puis à l'ensemble de mes collègues, afin qu'ils puissent vous relancer et vous poser un certain nombre de questions. Vous pourrez nous transmettre ultérieurement des réponses écrites aux questions qui vous ont été adressées. Monsieur Manguin, je vous cède la parole pour 15 à 20 minutes. Merci. S'il vous plaît, mettez bien votre micro. Je le dis à tout le monde. Voilà. Parce que... Là, comme ça, c'est mieux ? Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices, merci déjà de nous recevoir avec ma délégation INRAE dans cette belle salle pour un sujet qui nous tient à cœur, comme vous, qui est la question des bioénergies, de la bioéconomie, qui doit s'intégrer, et je vais peut-être commencer par là mon introduction, évidemment, dans une stratégie globale de développement de l'agriculture et de la forêt. Alors INRAE, quelques mots rapides, vous l'avez dit, est l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, issu de la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA. Et à l'occasion de cette fusion qui a eu lieu en 2020, on a redéfini, en lien évidemment avec les acteurs socio-économiques, les partenaires scientifiques, les pouvoirs publics, une stratégie pour l'Institut, une stratégie de recherche à l'horizon 2030. On a au sein de cette stratégie 5 grandes priorités, dont une qui est dédiée à la bioéconomie. Premier axe stratégique d'INRAE, ça ne vous surprendra pas, c'est de bien comprendre les changements climatiques, les changements globaux qui vont impacter notre planète et notre pays dans les prochaines décennies pour adapter l'agriculture, la forêt, les systèmes alimentaires à ces dérèglements climatiques, atténuer aussi quand c'est possible. Deuxième axe, c'est l'accélération de la transition agroécologique de notre système agricole. Donc, comment rester compétitif en s'adaptant à ce nouveau concept, ce nouveau contexte. Troisième axe est dédié à la bioéconomie, qui est le sujet dont on va parler ce soir. Et donc, on veut promouvoir une vision de la bioéconomie qui soit à la fois circulaire et sobre. Et je vais y revenir ensuite parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'attentes sur la biomasse. Et que répondre aux défis de l'alimentation de la planète en 2050 avec une population mondiale qui augmente et en même temps répondre aux défis de la bioénergie, c'est quelque chose de pas évident. Donc on travaille sur cet axe de recherche, on pourra y revenir avec mes collègues pour identifier des voies de valorisation de la biomasse qui soient les plus efficaces possibles dans une logique d'économie circulaire. Et dans les territoires, puisque on peut avoir une stratégie nationale, une stratégie internationale, mais on sait qu'une partie de la réponse va se trouver dans les territoires et que c'est au niveau des territoires qu'on réussira à faire des formes de covalorisation entre les débouchés alimentaires et les débouchés énergétiques. Puis après, on a un quatrième axe autour de la santé globale, qui est un autre sujet qui évidemment intéresse le Sénat, comment on prévient les futures pandémies et comment on assure au maximum la santé de nos concitoyens par une alimentation de qualité. Et puis un cinquième axe stratégique qui est lié à la mobilisation du digital, du numérique, dans l'ensemble de nos activités de recherche. Voilà, c'est les 5 axes stratégiques. C'était juste en guise d'introduction pour vous dire que la bioéconomie est au cœur de la stratégie l'INRAE, qui est le premier organisme de recherche en Europe, dans son secteur, et dans les 2 ou 3 premiers au niveau mondial, avec une montée en puissance, que je cite au passage, des acteurs chinois, qui sont en train de rattraper et dépasser tout le monde, les Américains et les Européens. Depuis, avant que l'INRAE existe, l'INRA a travaillé, et l'IRSTEA et le SEMAGREF aussi d'ailleurs, aux côtés des filières agricoles,
parfois en anticipation même, pour accompagner le développement des biocarburants. À l'époque, les biocarburants de première génération. À cette époque, moi, j'étais à l'Agence de l'environnement et de l'énergie, à l'ADEME. J'étais directeur, vous l'avez dit, de l'agriculture et des bioénergies. Et c'est l'occasion de saluer le travail qu'on avait pu conduire avec Pierre Cuypers et d'autres responsables professionnels pour développer ces premières générations de biocarburants. Donc aujourd'hui, on est passé en tant que recherche plutôt à ce qu'on appelle la seconde génération. On considère que la première génération est plutôt mature. La production d'éthanol issu de différents substrats ou d'ester de colza ou d'ester d'huile issus de différents substrats est plutôt opérationnelle. Et d'ailleurs, on a un développement industriel qu'on peut saluer en France et en Europe. Et donc, la recherche qu'on mène aujourd'hui à INRAE, elle va être plutôt sur des secondes générations. On va donc, dans notre logique de bioéconomie circulaire, essayer de valoriser des coproduits, des sous-produits, de la biomasse lignocellulosique, par exemple la paille, mais pas uniquement. Ça peut être aussi de la lignocellulose ou de la biomasse forestière, avec des sous-produits de transformation du bois. Et donc ça, c'est pas si simple que ça à faire pour extraire les sucres qu'il y a dans ces biomasses pour ensuite pouvoir les fermenter et produire par exemple de l'éthanol. C'est plus compliqué que quand on part de betterave ou quand on part de blé. Donc on a des recherches là-dessus. Si vous le souhaitez, on pourrait y revenir avec les collègues qui nous accompagnent, qui sont plus spécialisés sur ces sujets. Monique Excelos, à tout moment, pourra aussi intervenir, parce qu'elle a la vision globale dans son portefeuille de directrice scientifique, alimentation et bioéconomie de cette stratégie. On va travailler aussi sur le biogaz, qui est un sujet qui, je crois, rentre dans le mandat de votre commission, qui est évidemment en plein essor. Moins développé, si on regarde les térawattheures ou les équivalents, tonnes équivalent pétrole, que les filières biocarburants de première génération, mais on voit qu'il y a un essor et on travaille avec Nicolas Bernet qui est à distance, le directeur du laboratoire des biotechnologies de l'environnement à Narbonne. On a un des premiers centres de recherche au niveau international sur la méthanisation, le biogaz. Donc c'est un autre sujet de recherche qui est important pour nous. Enfin, on a donc ces recherches technologiques, scientifiques, technologiques, fractionnement de la matière première, fermentation, méthanisation, gazéification, mais on a aussi des recherches plus globales de type économique ou socio-économique pour voir justement, et c'est probablement au cœur de vos discussions, quelles prospectives on peut faire sur le développement de ces filières, comment on va pouvoir concilier tous ces développements. Et ce n'est pas un sujet si simple. Comme je le disais en introduction, on doit se préparer à une planète à 9 à 10 milliards d'habitants, donc avec des besoins alimentaires qui seraient en augmentation de 30% si on prend un trend un peu rapide, avec des surfaces agricoles au niveau mondial qui ne vont pas pouvoir beaucoup progresser, surtout si on veut arrêter la déforestation qui accélère le dérèglement climatique. On a quelques marges de manœuvre, mais pas nombreuses. Les terres agricoles sont plutôt, vous le savez, grignotées par l'urbanisation, le développement des mégalopoles qui accueillent les populations nouvelles, les progrès de la désertification, et on doit produire dans un contexte de dérèglement climatique. On a déjà en France et en Europe pu constater depuis une dizaine d'années la stagnation des rendements agricoles, là où les décennies précédentes, on avait une augmentation régulière qui était liée au progrès génétique et agronomique. Ce progrès génétique qui continue de sortir de nos laboratoires, il est contrecarré par le dérèglement climatique. Donc on a une stagnation des rendements, ce qui veut dire qu'il faut qu'on produise de façon efficace au niveau mondial pour nourrir cette population en croissance, avec des surfaces qui sont sous tension, des questionnements dans le cadre de la décarbonation sur les intrants qu'on pourra utiliser demain, donc moins d'engrais minéraux, moins de produits phytosanitaires, à la fois pour une logique de protection de l'environnement, de santé des populations, mais aussi d'économie de carbone fossile. Donc tout ça, c'est une équation qui n'est pas simple. Alors, je ne suis pas là pour ce soir dresser un tableau pessimiste. Les chercheurs, ils sont motivés à INRAE, au sein d'INRAE, mais pas uniquement, dans la communauté mondiale. Et il y a des scénarios qui permettent de boucler les cycles. C'est des scénarios qui vont combiner une lutte contre le gaspillage alimentaire dans les pays du Nord, une lutte contre les pertes de produits après récolte dans les pays du Sud, qui manquent d'infrastructures de stockage, qui vont prendre en compte une évolution des régimes alimentaires
On ne peut pas nourrir 9 à 10 milliards d'habitants en 2050 qui est le même régime alimentaire que les Nord-Américains aujourd'hui, ou même que les Européens du Nord. Et donc, il faudra qu'on rééquilibre à l'échelle mondiale les régimes alimentaires avec un équilibre entre les protéines animales et les protéines végétales. On aura évidemment toujours besoin d'élevage, mais avec un équilibre à trouver si on veut réussir à nourrir la population mondiale. Donc ça, c'est un axe. Le gaspillage, la lutte contre les gaspillages en est un autre. Et puis la recherche agronomique mondiale qui continue son travail à la fois sur la génétique, l'agronomie, les biotechnologies, les sources alternatives de protection des récoltes. Et quand on dit tout ça, il ne faut pas qu'on oublie l'enjeu bioéconomie et l'enjeu des bioénergies. Parce que cette première équation, elle est compliquée, mais on sait qu'on a besoin, et on a des attentes fortes pour produire de la biomasse, pour substituer le carbone fossile qu'on doit décarboner. Et du coup, c'est là qu'on voit apparaître ces tensions. Est-ce qu'on va y arriver? Comment faire? Est-ce qu'on a les ressources suffisantes? Et ça explique probablement que vous ayez, selon les scénarios que prennent les études de prospective qui vont être faites, soit par WWF, soit par l'ADEME, soit dans le cadre de la SNBC, soit par d'autres, des hypothèses qui vont vous paraître extrêmement variables quand on se projette à l'horizon 2050. On n'a pas réalisé, côté INRAE, une prospective de plus pour mettre tout le monde d'accord. On pourrait y contribuer. C'est évidemment assez compliqué, mais on peut évidemment avoir des réactions d'experts sur ces différentes stratégies. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment jouer la carte de bioraffinerie à l'échelle des territoires qui joue cette logique de l'économie circulaire. C'est-à-dire que quand on rentre du blé, quand on rentre de la betterave, quand on va rentrer des nouvelles cultures qui peuvent être du miscanthus, du sorgho, des sous-produits de bois dans une bioraffinerie, il faudra qu'on puisse optimiser cette matière première pour ne rien perdre et combiner une valorisation sur des produits alimentaires. On a tendance à dire, dans une logique que certains appellent la logique 4F, en anglais, excusez-moi, food, d'abord, l'alimentation humaine, feed ensuite, l'alimentation animale, fiber, les fibres, les biomatériaux dont on aura besoin, et ensuite fuel, le 4e F, dans cette logique-là, pour valoriser au mieux les produits de la photosynthèse, ce que l'agriculture a réussi à produire à partir de la photosynthèse, c'est des macromolécules complexes qui ont une haute valeur ajoutée. Et donc il faut les préserver au maximum, d'abord pour l'alimentation humaine, évidemment. Et je participe au projet de loi, à la préparation du projet de loi d'avenir agricole à la demande du ministre Marc Fesneau avec d'autres. Et donc, dans les débats sur l'avenir de l'agriculture, il y a une forme de consensus entre le monde agricole et les autres acteurs pour dire la vocation de l'agriculture française à l'horizon 2040 doit rester d'abord nourricière. Et ensuite, elle doit évidemment contribuer aux autres enjeux du bien commun, dont l'énergie, les énergies renouvelables. Mais il faut le prendre dans cet ordre. C'est pour ça que nos recherches, elles sont aussi orientées sur ces logiques d'économie circulaire, de boucles de valorisation. Et quand on a récupéré, par exemple, des drèches, il faut les valoriser au maximum. Quand on a la possibilité d'avoir des pailles qui ne sont pas utilisées pour le retour au sol, il faut les valoriser au maximum. Si on a des cultures dont vous avez dû parler à vocation énergétique, qui ont un intérêt quand on les rentre dans les rotations agricoles, parce qu'elles vont permettre de couvrir les sols, de ne pas laisser les sols nus, de stocker du carbone atmosphérique dans les sols, quand on va récolter ces cives, on va laisser une partie probablement de la cive ou des éléments racinaires au sol pour la matière organique, et on va en exporter une partie. Et cette partie, là, elle ne va pas aller pour l'alimentation humaine a priori. On a un deuxième, et ça c'est un vrai bon débat politique aussi, vers quoi on l'oriente? Est-ce qu'on la met dans les méthaniseurs pour contribuer à faire du gaz vert et à atteindre nos objectifs de la SNBC en hydrogène? Ou est-ce qu'on la met dans l'additivation? On fait une fermentation pour produire de l'additivation au carburant des automobilistes. Et où est-ce qu'on prépare les carburants pour les transports aériens, dont on sait que ça va être probablement le mode de transport le plus compliqué à substituer en énergie renouvelable, puisque le débouché électrique qui est en train de progresser sur les véhicules particuliers a quand même
est quand même plus loin de la cible pour le transport aérien. Donc on a des chercheurs, et nous-mêmes, on essaye de réfléchir à ces schémas-là, comment valoriser au mieux la biomasse, les produits de la photosynthèse. Et après, alors on ne va pas se mettre à la place du politique, mais en tous les cas, on peut éclairer qu'est-ce qui paraîtrait le plus logique. Est-ce qu'on réserve une partie de cette biomasse pour produire du biogaz, parce qu'on aura besoin de gaz, avant peut-être qu'un jour on ait de l'hydrogène qui soit performant et qui soit fait par l'électrolyse dans des conditions performantes, c'est pas avant 2040 ou 2050. On a devant nous, et c'est ça qui est compliqué aussi, il faut qu'on intègre le temps. On sait qu'on a, avec la méthanisation, une capacité à produire dans des conditions efficaces du CH4, du méthane, qui peut aller dans le réseau de gaz et fournir du gaz pour nos concitoyens dans des conditions assez performantes. Un jour arrivera de l'hydrogène dans des conditions sécurisées plus performantes qui pourra peut-être remplacer le méthane. Pour le moment, on travaille sur l'ensemble de ces voies. Et donc la question des biocarburants aériens reste un sujet qui est un sujet, je crois, d'un point de vue international, qui est considéré comme le plus compliqué. Et donc peut-être que dans le futur, c'est vers les biocarburants aériens qu'on réorientera une partie de la biomasse dédiée à la production de biocarburants pour les transports, même s'il n'y a pas de regret à avoir sur la première génération. La façon dont la filière s'est développée en ester de colza et en éthanol ou en ETBE a été finalement une approche assez raisonnable et assez pragmatique. Démarrer sur un segment où il y avait des propriétés d'additivation, d'indice d'octane pour le TBE d'un côté et de lubrification avec l'ester de colza dans des gazoles à basse teneur en soufre qui apportaient un intérêt technique dans l'additivation, qui apportait un débouché au monde agricole à un moment où on était en difficulté et il y avait besoin de diversifier. Donc on a cette première génération qui a sa logique. Est-ce qu'on va la développer jusqu'à un niveau très élevé? La directive européenne, je crois, parle d'un objectif de 13% des carburants renouvelables, 14, dont 7 pour première génération et 7 ou un peu moins pour la seconde génération. 3,5% pour la... Oui, voilà, je me tourne aussi vers Luc Philodeau pour qu'il me complète. Donc les objectifs de la directive européenne... Donc, sont de 14%, dont 7% de biocarburants de première génération et un objectif de 3,5% pour la seconde génération. Voilà, donc c'est un petit peu global hein, comme première approche, mais pour camper le paysage, vous dire à la fois pourquoi c'est un sujet important pour nous dans les missions de l'Institut et comment on le conçoit, comment dans le temps on a évolué d'un travail qui était vraiment très très orienté sur la première génération à un travail seconde génération, et on prépare aussi l'approche plus globale des bioraffineries. On pourrait peut-être dire un mot, si c'est pas trop long, moi j'ai pas regardé le timing, Monsieur le Président. Est-ce que je suis dans mes 15 minutes ou je les ai dépassées? Parce que toujours légèrement au-dessus des 15 minutes. Je suis un peu au-dessus des 15 minutes. Peut-être qu'à ce moment-là, je peux m'arrêter là. 15 à 20. Parce que l'autre, ce qui aurait pu être intéressant, c'est que Monique vous dise un mot parce que j'ai parlé de façon générale des approches dans les territoires et des approches de centrales. Comment on peut concevoir des biocentrales ou des bioraffineries du futur. Peut-être que Monique dise un mot de l'expérience qu'on a conduit avec le projet Futurol. Merci. Oui, donc dans les années 2008, on a démarré le projet Futurol, qui est donc l'utilisation, concevoir un démonstrateur pour l'utilisation et la fabrication de carburants, ce qu'on appelle de deuxième génération, à partir donc de la lignocellulose, donc les pailles et du miscanthus et des taillis à courte rotation. C'est un projet qui avait été mené avec plusieurs acteurs industriels. Aidez-moi, je pense qu'il y avait le SAFRE, il y avait Total. Le SAFRE, Total, il y avait Tereos. Tereos, oui. Et qu'on a mené à son terme en 8 ans, à peu près. ARD, et puis, on l'a monté avec l'IFPEN. Et donc, c'est maintenant une licence c'est Axens qui a cette licence en charge. Et il commence à vendre des démonstrateurs dans différents pays européens.
mais plutôt pays de l'Est, hein, puisqu'ils ont une biomasse, beaucoup de biomasse. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une tentative en Inde, je ne sais plus si elle a réussi ou pas. Donc voilà, donc on avait fait la preuve de concept avec ce démonstrateur de transformer, en tout cas tout ce qui est lignocellulosique de type paille, en éthanol. C'était la filière éthanol à ce moment. Par des voies couplées de pré-traitement de la biomasse suivies d'une hydrolyse enzymatique. Ce qui reste un verrou. Le pré-traitement de la biomasse reste un verrou pour l'utilisation optimale de tout ce qui est carburant de deuxième génération. Et on continue à travailler là-dessus. Et au niveau international, je ne sais pas si au niveau international, je me tourne vers des collègues, on peut dire comment on se situe par rapport à nos homologues, quels sont les autres pays qui sont les plus avancés en recherche sur ces biocarburants de seconde génération. Les Américains avaient travaillé au niveau du National Renewable Energy Laboratories sur le sujet de la fragmentation. Il n'y a pas, à ma connaissance, enfin je me tourne vers vous, est-ce qu'il y a vraiment peut-être du coup, Luc, des exemples concrets de centrales qui fournissent des biocarburants de seconde génération en mode industriel? Alors évidemment, il faudrait tout revérifier derrière, mais les États-Unis, donc ça, évidemment, ça a été évoqué, mais au niveau du Brésil, c'était la même chose, c'est la valorisation des coproduits, des bagages, pour transformer justement cette matière-là donc en éthanol deuxième génération. Dans mon souvenir, parce que c'est déjà relativement ancien en fait, je crois qu'il y a eu des pilotes et des volumes assez conséquents qui ont été produits. Par contre, je n'ai pas, moi en tout cas en tête maintenant, des structures qui tournent d'un point de vue industriel. Donc en fait, le savoir-faire est là, mais pour des raisons probablement économiques, ça n'a pas continué. Même aux États-Unis, ils ont beaucoup de problèmes, je crois, pour arriver. Bon, voilà, en plus, c'est barré. Voilà. Donc ça a marché, mais pour l'instant, ça ne marche plus. Enfin, ce n'est plus opérationnel, on va dire. Mais la technologie est mûre, on sait comment faire. Maintenant, je pense que c'est effectivement le problème économique derrière qui est... C'est probablement une logique économique, c'est-à-dire que dans ces pays, les grands pays producteurs de biocarburants que vous connaissez, les États-Unis avec la filière éthanol-maïs et le Brésil avec la filière d'éthanol ex-canne à sucre, c'est des productions massives avec des soutiens publics qui sont importants, des filières matures au niveau industriel. Et donc, c'est très difficile pour les carburants de nouvelle génération de trouver un avantage économique dans ce contexte. Mais ils sont prêts pour un contexte où le prix de l'énergie augmenterait, ce qui peut quand même, on l'a vu à certains moments, quand il y a des crises, il y a des tensions, qui peut arriver dans les prochaines années. On a des technologies matures qui permettent d'ouvrir le sourcing, l'approvisionnement de ces unités avec des nouvelles technologies pour de la bagasse de canne à sucre ou pour des sous-produits lignocellulosiques qui sont plus difficiles à travailler. Donc il y a des coûts de transformation qui sont plus élevés que sur la première génération. Mais en tous les cas, les technologies sont matures. C'est directement lié au prix du pétrole. Hein. On l'a très bien vu. Futurol est né d'une période où le pétrole a remonté. Le prix du pétrole a remonté et tous les industriels ont arrêté quand le prix du pétrole est redevenu relativement bas. Et là, on revoit l'intérêt pour tout ce qui est biomasse directement en lien avec la crise actuelle. Ouais, cet engouement qui revient. Mais la technologie, elle est mature, sûrement améliorée encore. Pardon, Pierre ? Oui, je proposerais. La parole, Pierre. Oui, Pierre Culbert d'abord, parce que comme il s'en va. Oui, mais on est plusieurs à partir. Malheureusement, on a des engagements. Je voudrais poser la question au président Mauguin que sur les objectifs de 14%, dont 7%, aujourd'hui, pour vous, c'est un taquet parce que, c'est ce que je comprends dans ce que vous exprimez. Pour ma part, j'ai aussi entendu dire, et au travers des filières, que la capacité, on pouvait aller jusqu'à près de 9%. La crise énergétique nous montre combien aujourd'hui il est urgent de trouver une solution d'approvisionnement. Et on connaît le fonctionnement de cette filière, sachant que la deuxième génération, on sait aujourd'hui que si techniquement on approche à des solutions, économiquement, elles ne sont pas là.
hein. Alors, est-ce qu'il faut se priver et comment vous voyez cette évolution? Est-ce que vous pensez qu'on peut évoluer et faire changer ce curseur que vous indiquez de 7%? Et puis après, je voudrais vous demander ce que vous pensez de la surtransposition de des réglementations aujourd'hui qui pénalisent notre développement énergétique et développement tout court, je dirais, agroalimentaire aussi. Sur la première question, c'est pas, les 7%, ce n'est pas une recommandation INRAE. C'est l'état de la directive communautaire, c'est la réglementation européenne. Donc on s'est pris, voilà, on a pris cette référence dans une logique de simulation de développement de biomasse. Donc aujourd'hui, c'est des chiffres que vous devez connaître, auquel cas je vous prie de m'en excuser, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. La consommation primaire d'énergie renouvelable en France est de 353 TWh en 2020. On a la première source d'énergie renouvelable, c'est le bois énergie, on le sait, dans notre pays, ça représente 102 TWh. Et on a ensuite 33 TWh qui viennent des filières biocarburants liquides. Donc, les 33 TWh, c'est 2,9 millions de tonnes équivalent pétrole, dont le plus gros vient du biodiesel, 2,4 millions de TEP, et 0,6 millions de TEP du bioéthanol. Donc, pour avoir des éléments de comparaison multifilières, 102 TWh de bois énergie, 33 TWh de biocarburant et le petit nouveau, le biogaz, qui se développe et qui est à 13 TWh en 2020, en progression de plus 16% par rapport à 2019. Donc, de l'univers agricole et forestier, on peut déduire qu'on a 102 et 33, 135 TWh et les 13 de biogaz, on est à pas loin de 150 TWh qui vient de la biomasse sur une production d'énergie renouvelable, je le disais, une consommation d'énergie renouvelable de 353 TWh. Une petite moitié des énergies renouvelables dans notre pays sont déjà fournies par la forêt et l'agriculture. Derrière la question que pose le sénateur Pierre Cuypers, il y a jusqu'où peut-on aller? Et donc, face à ce qu'ont montré différents scénarios, c'est qu'on pouvait augmenter, on pouvait consommer de la biomasse d'origine agricole sans trop de risque de concurrencer le débouché alimentaire aux alentours de 130 à 150 TWh par an. Donc, et pour la biomasse agricole et pour la biomasse forestière, à peu près autant ou un peu plus. Donc 140, 150 TWh pour la biomasse forestière, 130 TWh pour la biomasse agricole, ça vous fait un 300 TWh à l'horizon 2040-2050 pour la biomasse agricole et forestière. Là où on ne s'est pas mouillé, si vous m'autorisez cette expression familière, c'est pour dire, à partir de ce potentiel de biomasse agricole et forestière qui est compatible avec la souveraineté alimentaire de notre pays, on n'a pas fait des allocations entre biocarburants liquides première génération, deuxième génération biogaz. Et c'est là qu'il peut y avoir des débats. On sait que dans le cadre des débats sur la loi de programmation de l'énergie, les filières, y compris agricoles, les collègues agricoles poussent le développement du biogaz et de la méthanisation. Et donc, si on pousse le curseur loin sur le biogaz, on va avoir un petit peu moins de SAU disponibles pour aller tangenter les 9%. Donc, il y a des arbitrages à faire qui sont des arbitrages, je dirais, politiques, économiques, socio-économiques. Ce n'est pas les mêmes matières premières, mais ça peut être une partie de la surface peut être utilisée. Donc, c'est probable, il est certainement possible de passer de 7 à 9%. Non, mais c'est certainement possible. Je ne vais pas te dire qu'on peut faire 7 ou 8% aujourd'hui, qu'on ne pourrait pas faire 9%. Après, il y a un sujet qui est compliqué dans l'organisation des filières. On l'a vécu avec, malheureusement, la guerre, et on le vit encore avec la guerre en Ukraine. C'est quand à un moment, il y a des tensions fortes sur les débouchés alimentaires.
Et il faudrait qu'on ait, mais c'est vrai pour l'Europe comme c'est vrai pour les États-Unis ou le Brésil, il faudrait qu'on ait une forme de réversibilité. C'est-à-dire si on va plus loin dans les filières biocarburants de première génération, il faudrait qu'on soit en capacité de dire, les pouvoirs publics et les professionnels, qu'en cas de tension, on va baisser la production de biocarburants pour augmenter la production de produits alimentaires. Et la question, elle a vraiment failli se poser quand tout était bloqué. La sortie des céréales, on avait déjà le tournesol qui plongeait, puisque l'Ukraine était bloquée. On a vu le moment, dans l'initiative Farm qu'avait prise le président de la République, où on aurait pu solliciter à la fois l'Union européenne, mais aussi les États-Unis et le Brésil, pour baisser les volumes de production de biocarburants, pour remettre plus en alimentation. Donc moi, je serais à titre personnel ouvert à l'idée, je ne peux pas engager INRAE sur un sujet comme ça. Techniquement, oui, c'est possible, mais si on augmente la production de biocarburants de première génération pour un intérêt d'additivation, d'oxygénation, il faudrait qu'on soit en capacité, en maturité, l'ensemble des acteurs, pour reconnaître qu'en cas de crise internationale, de tension sur les approvisionnements, on pourrait en produire moins et accepter d'en produire moins pour pouvoir produire plus d'alimentation. Je pense que ça permettrait en tous les cas d'avoir des débats plus sereins, parce que souvent les acteurs s'accusent de ça, en disant « mais vous allez développer les biocarburants, on va faire des usines en plus, et si demain il y a à nouveau des tensions, parce qu'il y a des mauvaises récoltes, ou la guerre en Ukraine se redurcit, on n'arrive plus à sortir les productions, comment on va faire ?» Donc il faudrait qu'on soit en capacité, ce n'est pas simple, parce qu'évidemment quand vous gérez une raffinerie et que vous avez des carburants renouvelables qui arrivent chaque année, c'est difficile de s'en abstraire. Donc ça, c'est peut-être une suggestion que je livre à votre Assemblée. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'INRAE, d'abord, merci de ce que vous avez apporté au débat, notamment en réponse à l'excellente question de mon collègue Pierre Cuypers. Je vais revenir sur différents points que vous avez abordés pour m'assurer qu'on peut cranter un peu des éléments du débat, comme on dit parfois. Vous venez de dire 150 TWh issus de la biomasse agricole et autant de la biomasse forestière, ça fait partie des objectifs qu'on peut se fixer. Alors, pour la clarté du débat, ça voudrait dire combien de progression par rapport à aujourd'hui? Premier élément. Ensuite, j'entends le débat que vous posez, ou plutôt la logique, en disant qu'on reviendra à l'hydrogène véritablement via l'électrolyse, si j'ai bien saisi, vous me le préciserez, plutôt en 2040-2050 avec une production plutôt forte. Et puis en même temps, vous avez dit tout à l'heure, je reprends votre formule, je ne crois pas vous trahir, c'est même si nous n'avons pas de regrets à avoir s'agissant de la première génération, et j'entends que dans votre esprit, la première génération est quand même un peu sur la sellette. Alors on l'a entendu ici ou là, mais je voudrais voir précisément quelle est votre appréciation sur la première génération. Vous avez dit on a monté une filière, mais est-ce que vous en parlez au passé et comment vous voyez cette transition globale? Parce que c'est ça à quoi la mission s'attache. C'est-à-dire comment on décarbone globalement les transports et l'industrie et quelle est la place de la première génération? Deuxième génération, vous nous dites, elle est mature techniquement. Alors c'est bien de l'entendre d'un très grand expert comme l'INRAE, évidemment, de renommée mondiale et de classe mondiale, parce qu'on a parfois entendu certains industriels nous dire ici même pas en rêve, et en nous disant, technologiquement, ça ne marche pas au stade de l'industrialisation. Il faut peut-être préciser les choses là-dessus. Et ensuite, alors là-dessus, vous vous rejoignez en disant, du point de vue économique, il y a un sujet sur le prix, et on n'y arrive pas. Bon, donc, quelles sont peut-être les conditions qu'il faudrait réunir pour que économiquement ça tourne? Mais est-ce que vous pouvez déjà nous rassurer sur le fait que technologiquement, de votre point de vue, ça fonctionne? Puis dernière question simplement sur la recherche. Bon. Le président y a fait allusion tout à l'heure dans son propos introductif. On était pour une partie de la mission à Cadarache, c'était vendredi, et on a rencontré un certain nombre de chercheurs qui, sur les microalgues, ont déposé des brevets. Enfin, c'est dans le domaine public, du moins, enfin pas les brevets, mais en tout cas, il est public que ce travail a été fait et que ça peut produire à terme. Donc, est-ce que vous envisagez, vous, des ruptures technologiques ou en tout cas des brevets, des sauts scientifiques qu'on puisse faire et qui puissent nous permettre de contribuer à la décarbonation via la filière agricole au sens large dans votre champ de recherche aujourd'hui? Je vais commencer peut-être par les premières questions et je laisserai Monique
éventuellement répondre à la fois sur... Donc je vais répondre sur l'évolution que rend possible l'évocation de ces gisements, après un retour sur les biocarburants de première génération, après qu'est-ce qu'on appelle être mature techniquement sur les secondes générations à partir de l'expérience Futurol, et puis après, comment tu vois, et peut-être aussi Luc ou Bernard, les fonds de recherche, y compris dans ce qu'on fait avec le Carnot, quelles sont voilà, les choses un petit peu folles auxquelles peuvent rêver les chercheurs aujourd'hui sur... exactement, non, mais ça s'appelle, encore une fois, un mauvais français, la recherche Blue Sky, hein, ou les moonshots, quoi. Voilà, qu'est-ce qui serait équivalent à aller sur la Lune aujourd'hui? Et l'hydrogène, du coup, on te donnera la parole, peut-être Nicolas, si tu le veux bien, pour dire quels sont les points les perspectives de développement de l'hydrogène. Donc, quand je reviens sur la question des potentiels de biomasse mobilisables, les chiffres que je cite, il faut quand même toujours donner ces sources, mais on vous les redonnera ensuite, comme Monsieur le Président, vous nous y avez invité, en répondant sur une version écrite à votre questionnaire. On a plusieurs scénarios. Il y a un scénario qui est le moins optimiste, c'est celui de WWF, qui est quand même intéressant, qui donne une référence. Il y en a qui sont beaucoup plus optimistes, c'était le cas d'un scénario de l'ADEME, et puis il y a un scénario médian qui est celui de France Stratégie, je crois, donc je ne vais pas tous les citer, mais pour la biomasse agricole, ils ne sont pas si éloignés. WWF disait 120 à 130 TWh par an, et France Stratégie, 150 TWh par an. Donc, si je ne me trompe pas, parce qu'évidemment, il y avait des forêts de chiffres, le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, pour la biomasse purement agricole, en ne revenant pas sur le bois énergie, aujourd'hui, c'était entre une trentaine de térawattheures, disons 33 térawattheures en consommation, peut-être 27 en production, qui vont vers les biocarburants de première génération, auxquels on peut rajouter, parce qu'on va rentrer ça dans la biomasse agricole, les 13 térawattheures qui vont dans la filière biogaz, puisque ça va être des déjections animales, mais ça va être aussi des produits fibreux qui vont être mis en mélange, ou des cives, qui sont d'origine agricole. Donc 27 et 13, 40 térawattheures, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sous le contrôle de mes collègues, 40 térawattheures d'origine agricole, et une perspective de monter à 140-150. Donc une forme de triplement de biomasse mobilisable. Là aussi, puisque j'avais piloté une prospective pour la Commission de régulation de l'électricité, de l'énergie, mais Monique Axelos a poursuivi ce travail, et donc n'hésite pas à me compléter ou à me corriger sur ce point dans les derniers travaux. Et donc, là où ce n'est pas stabilisé, c'est que la CRE, la CRE, nous avait demandé de faire des projections, mais orientées gaz renouvelable, que ce soit du méthane ou de l'hydrogène renouvelable. Et donc, on avait pris des scénarios à partir de cette biomasse mobilisable. Mais on n'a pas regardé, en faisant ça, des hypothèses de développement volontariste de biocarburants liquides pour les transports. Quand Pierre Cuypers ou votre commission me posait la question jusqu'où peut-on aller, on voit qu'il y a ces équilibres à trouver. Il me semble raisonnable de dire qu'il ne faut pas dépasser ce potentiel de biomasse de 140 à 150 TWh à l'horizon 2040-2050. Ça nous fait une progression par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui en biocarburant liquide et biogaz x3. Il va déjà falloir le faire de façon ordonnée sur le territoire, sans déstabiliser les filières alimentaires, en valorisant les coproduits, en tenant compte, et on sait qu'il y a des débats dans certaines régions, y compris dans le monde agricole, du devenir des cives. Est-ce qu'on met des couverts entre les cultures principales de rente? Est-ce que c'est pour faire des fourrages, faire moins d'importations de fourrage de l'étranger pour nos troupeaux? Est-ce que c'est pour en laisser faire du retour au sol la matière organique, ou est-ce que c'est pour l'exporter? Donc la réponse, elle est probablement dans une forme d'équilibre. C'est-à-dire qu'on a besoin de laisser, que ce soit des résidus de paille ou que ce soit des couverts, en partie sur le sol pour garder de la matière organique, séquestrer du carbone, assurer la fertilité à long terme. Il ne faut pas tout exporter, il faut en laisser, mais il y a une partie qui peut être
mobiliser pour faire soit de l'alimentation animale, en substitution à de l'alimentation importée qui peut être aussi une source de déforestation, on pense notamment à l'Amérique latine. Donc il y a un enjeu d'alimentation animale, mais il y a un potentiel pour faire de la bioénergie. Et cette bioénergie, elle est pour le moment plutôt orientée méthanisation biogaz. Donc dans la surface agricole utile, ce que disait Pierre Cuypers, c'est qu'on pouvait probablement passer de 7 à 9%. C'est techniquement possible. Je disais de façon prudentielle, parce que je n'ai pas regardé les chiffres sur ce scénario-là, que ça serait bien d'avoir quand même, si on développait les biocarburants en Europe de première génération, des clauses de revoyure en cas de tension alimentaire. Et que je pense que ça serait bien de le rentrer dans les débats, dans les mandats d'incorporation de biocarburants. Mais ça, c'était un point de vue personnel. Et je pense que ça sera de toute façon, si on allait, si les pouvoirs publics rediscutaient de la directive européenne au Parlement européen, il y aurait forcément ces débats-là. C'est que c'est un sujet, vous le voyez bien dans vos auditions, c'est quand même un sujet sensible. Ça fait la transition avec la question du rapporteur, de monsieur le rapporteur, sur ma vision sur les biocarburants de première génération. Moi, j'étais donc à l'ADEME quand ça s'est développé, et encore une fois, je ne voulais pas laisser teinter de regrets. Je pense que ce qui a été fait à cette époque, en Europe, par rapport à ce que faisaient les États-Unis et le Brésil, était tout à fait justifié pour, à la fois, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'était pour apporter, à une époque où il y avait de la jachère, dans la politique agricole commune, pour apporter des débouchés à nos agriculteurs qui se retrouvaient à ce moment-là dans des situations économiques difficiles. Donc il y avait à la fois de la recherche-développement, de l'innovation, une diversification pour le monde agricole, mais ça a été assez rapidement ajusté, je pense, sur un intérêt bien compris de l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que, je le redis, l'éthanol a un pouvoir calorifique inférieur qui n'est pas très élevé, mais un bon indice d'octane. Il est mis les composés oxygénés dans les essences pour faire, à la place du plomb, de l'octane, dans des quantités qui sont raisonnables. Alors, c'est un coût pour les finances publiques, évidemment, puisqu'il y avait une défiscalisation sur ces biocarburants. Ça a eu un coût, ce qui était une source de débat régulièrement au Sénat pendant toute cette période, mais un intérêt technique, un intérêt pour les agriculteurs. L'éco-bilan des biocarburants de première génération n'était pas exceptionnel au début, mais il s'est progressivement amélioré pour avoir pour pouvoir le qualifier d'énergie renouvelable. Donc je pense que on est arrivé à un stade mature. On n'investit plus en R&D, nous, sur ces filières première génération, parce que l'essentiel est fait. Dans le monde entier, on a travaillé soit le débouché canne à sucre, soit le blé, soit la betterave, pour la filière éthanol, le palme, le tournesol, le colza pour les filières d'estérification d'acides gras en additivation ou en substitution au gazole. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu arrêté. Est-ce que ça va monter? On voit bien qu'on arrive aux limites, qu'on fasse 7 ou 9%, on ne va pas monter à 30 ou 40%. Pour le véhicule individuel, la voie privilégiée, c'est quand même l'électrique. Après, il y a la question de l'origine de l'électricité, évidemment. Donc, s'il fallait aller plus loin ou se poser la question demain des segments où on risque d'avoir besoin de biocarburants, de carburants renouvelables liquides, où la voie électrique ne fonctionne pas, il peut y avoir les poids lourds et il peut y avoir évidemment le transport aérien. Donc, je pense, mais je peux me tromper, parce que les filières actuelles sont bien installées et elles ont leur utilité technique, économique. Peut-être qu'elles vont tenir comme ça pendant 10 ou 20 ans, mais si on avait des déplacements à faire, ça pourrait être vers les carburants pour le transport aérien, qui peuvent avoir des origines qui sont proches de celles des carburants de première génération, mais qui peuvent aussi venir directement des carburants de deuxième génération ou troisième génération. Ça me fait une transition pour passer la parole à Monique Excelos sur ta vision à la fois de la maturité seconde génération et puis qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs. Est-ce qu'on peut imaginer avec nos collègues du CEA que des nouvelles sources, que ce soit les microalgues ou autres, pourraient nous permettre d'avoir directement des carburants synthétiques comme peut-être Total ou d'autres vous en ont parlé? Oui, j'avais juste une remarque sur la première génération. Il faut le concevoir sans changement d'allocation des terres.
Donc effectivement, passer de 7 à 9, c'est presque, il suffit d'un pouillème de rendement, et on doit pouvoir passer de 7 à 9. Et d'ailleurs, on travaille sur ces questions d'amélioration des rendements en colza en les mélangeant avec des légumineuses, par exemple. Et ça te permet d'augmenter les rendements sans changement d'allocation des terres. Donc voilà. Mais par contre, on ne peut pas imaginer que les carburants aériens sera fait à partir de biodiesel issu du colza. Alors là, c'est les superficies énormes qu'il faut avoir. Donc ça, c'est pas la Peut-être qu'il faut oui. dire là, excuse-moi Monique, parce que je voulais le dire tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Il y a un scénario qui prévoit que les besoins pour le transport aérien français en carburant renouvelable en 2050 soient de 72 TWh. 85%, tu m'as dit, hein, 85% des carburants aériens devraient, selon une directive européenne, en 2050, être d'origine renouvelable. Et donc, si on projette, je ne sais pas sur quelle source, on essaiera de la trouver pour vous la communiquer, les besoins du transport aérien français projetés en 2050, ça représenterait 72 TWh par an issus de la biomasse. Et comme je vous disais tout à l'heure, qu'on avait des scénarios de biomasse agricole disponible entre 130 et 150 TWh, si on veut atteindre par la biomasse agricole, il pourrait y avoir peut-être une origine forestière de ces biocarburants. Je ne sais pas, c'est tellement difficile de le dire aujourd'hui, mais on voit que c'est quand même important. Donc il va y avoir un vrai sujet politique dans les prochaines, on va dire dans les 10 à 15 prochaines années. Est-ce que, si je peux utiliser la métaphore aérienne, est-ce que la filière biocarburant aérien va décoller ou pas? Et si oui, sur quelle voie technologique? Est-ce que c'est sur une source de biomasse agricole, de biomasse forestière, ou carrément une approche complètement nouvelle avec des microalgues ou d'une fermentation qui viendrait d'autres substrats, mais ça représente ou des carburants de synthèse, comme le projet de certains. Si ce n'était pas le cas, ça représenterait une partie importante de la biomasse agricole, et si elle est là, elle ne sera pas ailleurs. Pardon. Monique. Oui, juste pour compléter autour des carburants aériens, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on va peut-être amorcer par l'utilisation de la biomasse. Et on va avoir donc c'est le développement de toutes les technologies autour de l'utilisation de la biomasse pour faire du kérosène, en fait, d'origine biologique. Et ensuite, ce qu'il prévoit, c'est de passer sur des carburants de synthèse, hydrogène plus CO2, sans utilisation de la biomasse. Mais ce ne sont pas des technologies qui sont matures à l'heure actuelle. Et donc, du coup, il y a cette agilité en permanence qu'il faut réussir à avoir entre... On démarre avec la biomasse, on arrête la biomasse parce que c'est repris ensuite par une technologie mature qui est purement carburant synthétique. Donc, il faut arriver à avoir cette agilité-là. Pour revenir sur c'était Futurol, hein, la question... alors après, c'est un choix en France. Je pense que nous n'avons pas actuellement de bioraffineries de deuxième génération qui produisent du carburant. Il commence à y en avoir en Europe de l'Est. D'ailleurs, ils ont acheté la licence Axins. Je ne sais plus si c'est la Croatie. Enfin, on vous donnera les données exactes. Mais c'est un choix pour le moment qui n'aboutit pas au niveau français, mais qui commence à intéresser les pays de l'Est. Alors, ils ont beaucoup de biomasse, hein, et donc eux, ils sont particulièrement intéressés par l'utilisation de cette biomasse. Alors, je dis qu'elle est mature parce qu'effectivement, on produit l'éthanol, on l'a démontré. Alors évidemment, les rendements sont toujours améliorables. Et ce que je vous disais, c'est que le verrou, il est en amont sur la transformation, la pré-traitement de la biomasse. Donc en imaginant des solutions thermomécaniques, enzymatiques pour arriver à récupérer ces sucres, hein, qui vont nourrir derrière les bactéries qui vont faire l'éthanol. Je ne sais pas si vous avez peut-être à compléter sur... Peut-être, Nicolas, sur l'hydrogène. Oui, je vous en prie. Nicolas, peut-être sur l'hydrogène. C'est Toulouse maintenant. C'est Narbonne. À Narbonne, pardon. Quelques mots sur l'hydrogène. Donc en fait, on mène des recherches sur la production d'hydrogène. Alors c'est quelque chose qui n'est pas très connu quand on parle de filière hydrogène, mais sur la production d'hydrogène à partir de biomasse, à partir de déchets, par fermentation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que l'hydrogène, quand on fait de la méthanisation,
L'hydrogène, c'est un intermédiaire réactionnel de la longue chaîne de la réaction de méthanisation et on est capable, dans certaines conditions, de stopper la réaction de fermentation au niveau de l'hydrogène et donc de produire de l'hydrogène par fermentation à partir de biomasse, à partir de déchets, à partir essentiellement de sucre. Alors, on est vraiment dans un contexte de bioraffinerie, c'est-à-dire que cette production d'hydrogène, elle s'accompagne de la production de coproduits, de fermentation, qu'il va falloir également valoriser, qu'on peut valoriser de différentes façons, notamment par méthanisation, mais également par un procédé qui est, heu, beaucoup plus innovant et avec un degré de maturation plus faible, qui s'appelle l'électrolyse microbienne. Donc l'électrolyse microbienne, c'est un procédé d'électrolyse comme celui que vous connaissez, mais la différence, c'est qu'une partie de la réaction va être assurée par des micro-organismes et que la consommation énergétique en électricité est du coup beaucoup plus faible, que dans un électrolyseur, classique. Donc là, on est sur encore une fois, sur des maturités technologiques assez faibles et une autre possibilité, donc là, on a un projet actuellement, Pardon, qui a Nicolas, c'est à quelle échelle ce qu'on fait là sur cette électrolyse microbienne? alors là, sur la fermentation et l'électrolyse microbienne, on est sur du couplage. Là, on est en train de construire un pilote pour la fermentation, un pilote mobile, de mémoire, c'est quelques centaines de litres avec un méthaniseur de 3 mètres cubes. D'accord. Donc on est sur du TRL, je dirais à peu près 6. Et la matière première qui va être mise en fermentation? Alors là, on est sur des biodéchets, D'accord. donc des déchets issus des déchets alimentaires. Mais on Merci. peut utiliser d'autres types de ressources. Et on produit donc de l'hydrogène. On produit de l'hydrogène dans l'étape de fermentation et puis ensuite, en fonction du procédé avec lequel on va coupler, si on fait de l'électrolyse microbienne, on va de nouveau produire également de l'hydrogène dans la deuxième étape. Si on couple avec de la méthanisation, ben, on va produire du méthane. Et puis il y a une troisième option sur laquelle on travaille en ce moment, donc là dans le cadre d'un projet coordonné par Engie, les procédés Méthaïne, financés par le PIA via l'ADEME, où là, on va produire de l'hydrogène par fermentation à partir de déchets et ensuite on injecte cet hydrogène dans un méthaniseur de façon à enrichir le biogaz en méthane, puisque dans un méthaniseur, le biogaz qui est produit contient du méthane, mais il contient également du CO2 résiduel. Donc là, l'idée, c'est d'aller convertir ce CO2 en méthane en injectant de l'hydrogène qui est produit par fermentation. Voilà quelques exemples de ce qu'on fait. Et en complément aussi sur les jet fuel, on est également partenaire d'un projet européen qui a pour objectif, alors là encore, on est sur des niveaux technologiques très bas. L'objectif de ce projet européen, c'est d'arriver, alors je ne sais pas si les niveaux de TRL vous parlent, hein, les TRL, c'est les niveaux de développement technologique sur une échelle de 1 à 9. Là, l'objectif de ce projet européen, c'est d'arriver à TRL 4. Donc vous voyez on est loin de l'application. Le Mais 1, l'idée, c'est... c'est le laboratoire, la recherche fondamentale. Le 9, c'est le développement industriel. Ouais. Et le 4, bah, c'est à mi-chemin, un petit peu moins. Donc c'est encore de la recherche. Ça, on est à l'échelle Ouais. labo, mais déjà dans des procédés un petit peu réalistes. Et là, l'idée, c'est d'utiliser des déchets pour produire des jet fuel en combinant. Alors nous, on intervient en amont, on est sur de la fermentation. On va produire des molécules relativement simples, hein. L'idée, c'est de simplifier la complexité des déchets en les fermentant et en produisant des molécules plateformes qui vont pouvoir être utilisées derrière pour des chimistes qui vont, eux, fabriquer, faire de l'élongation de chaîne et fabriquer les molécules intéressantes pour ces jet fuel. Merci, Monsieur Bernet. Complément, pas de complément? Oui, alors, Je vous en prie. moi je voudrais peut-être juste intervenir sur la partie pré-traitement, l'inocellulose et où on en est finalement dans la recherche. Bon, les procédés en fait existent, donc ça c'est à peu près calé, et on voit bien que les efforts à faire aujourd'hui, c'est de gérer la biodiversité et la diversité plutôt des biomasses qui rentrent dans les procédés de transformation. Et on peut aller du déchet urbain jusqu'à des résidus culture, en passant par des coproduits de l'industrie forestière, transformation du bois, etc. Et ça, c'est une question de recherche qui est super importante. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de récupérer les données, d'être capable de
les interpréter, de les utiliser ensuite pour décider comment et vers où cette biomasse doit aller pour arriver à des rendements qui sont intéressants. Donc, en tant que scientifique, je suis optimiste, mais avec un pas de temps qui est relativement long. Je comprends qu'il y a l'immédiateté qui est importante, mais on ne peut pas avoir de la rupture sans progresser sur ces thématiques-là. Et le côté lignocellulose est une biomasse qui est très complexe à déconstruire, et les micro-organismes ne font pas forcément tout ce qu'on veut faire, d'où la nécessité de commencer avec des démonstrations de concept à TRL4, et ensuite progressivement aller beaucoup plus haut. Je voudrais juste dire aussi qu'il y a quand même des gros projets dans les PEPR qui ont été lancés, sur lesquels il y a des activités de recherche donc importantes sur l'impact finalement de la mobilisation de la biomasse sur le cycle du carbone, le stockage, l'émission, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont en cours, mais c'est un pas de temps de 5 ans. Il y a des projets sur la bioéconomie urbaine qui est aussi donc de récupérer tout ce qui est possible avec des technologies qui sont développées au LBE à Narbonne et dans d'autres laboratoires pour produire de l'énergie à petite échelle, adaptée à un contexte. On parlait territoire, mais la ville, c'est un territoire. Les campagnes, c'est un autre contexte. Bon, moi, je viens de Champagne-Ardenne, il y a des bioraffineries, mais il n'y a pas que ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble agricole, industriel qui est aussi à développer. Donc voilà, il y a plein de pistes, mais les priorités qui sont données sont claires, bioéconomie, circularité, sobriété. Oui, sobriété, je voulais dire, ce qui est important. On ne peut pas produire plus sans que conjointement on ait quelque chose de sobre. Et juste pour terminer, sans mobiliser la discussion, justement dans le milieu urbain, si vous avez des bâtiments qui sont des passeurs thermiques, forcément vous allez consommer beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. On parle de précarité énergétique, mais c'est réel. Remettre des matériaux qui sont issus du biomasse, qui viennent d'une bioraffinerie, de bioéconomie, qui peuvent être circularisés pour diminuer la quantité d'énergie utilisée pour chauffer et maintenir une température décente, ça fait partie de la démarche. Bon, c'est le bâtiment, ce n'est pas les carburants, mais on peut appliquer exactement la même chose en raisonnement sur tout ce qui bouge. Donc, il faut alléger, il faut savoir pourquoi on utilise un transport, la marchandise, les biens, etc. Et ça, c'est aussi des choses qui peuvent être traitées au niveau de l'Institut, mais sur du long terme. J'insiste sur le mot long terme. Voilà. Merci. Gérard Lahaye. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour vos éclairages, vraiment, parce que ça nous permet quand même de mieux voir la biomasse mobilisable, surtout. Et peut-être que mon questionnement va vous surprendre. Voilà. Je considère que nous avons assisté, et nous assistons parfois encore, à une certaine tendance à considérer l'agriculture comme un sous-produit de l'environnement. Je ne dis pas que c'est votre cas, bien entendu, mais dans la société, dans le monde institutionnel, lorsque vous interrogez les personnes, elles ont tendance à vous perdre de vue la raison d'être première de l'agriculture, qui, à mon sens, reste de nourrir le vivant. Donc, c'est une réalité. Et ma crainte se fonde sur le fait que l'opinion publique soit plus sensible au développement des biocarburants ou de ces productions un peu alternatives qu'à la pérennisation des activités nourricières de l'agriculture. Je crains cela, je vis cela, ce qui peut conduire assez vite à considérer, à donner une préférence au fond au développement des biomasses dont on parlait qu'au développement des productions agricoles utiles. Permettez-moi de prendre juste un exemple dans mon petit département des Côtes-d'Armor. Je viens donc de Bretagne. Et en un an, nous avons assisté à la chute d'à peu près 10 millions de litres de lait de production. Et dans le même temps, je constate un développement de la végétalisation des terres, ce qui n'est pas tout à fait la vocation des terres en question. Ce qui a pour effet de générer aussi une forme de déséquilibre, pas seulement écologique, mais aussi agroécologique. Vous voyez ce que je donne comme illustration. Tant et si bien que je m'interroge toujours sur la question de la valorisation économique des productions alimentaires. C'est un vrai questionnement qui
Je pense que nous sommes nombreux à nous interroger sur cet aspect-là des choses, parce que ça me paraît être une des garanties pour éviter le risque de dérive dont je parlais au départ de mon propos. Je ne sais pas si vous avez, pardonnez-moi si mon questionnement a été un petit peu atypique, mais votre éclairage conforte mon questionnement, si je puis dire. En tout cas, merci de l'avoir fait. Bon, monsieur le sénateur, je pense que, enfin, pour ce que je vois de notre pays, je pense qu'on a évité pour le moment trop cette dérive. Si on regarde le développement de la méthanisation en Allemagne dans les années 2000-2010, et ça a fait ensuite beaucoup de débats plutôt critiques sur le développement du biogaz et de la méthanisation en France. Il y a des modèles qui se sont développés. Il y avait un tel besoin pour l'Allemagne qu'on peut respecter, qui voulait sortir du nucléaire, de développer des filières d'énergie renouvelable, qu'ils avaient mis des prix de rachat du biogaz produisant de l'électricité issue de biogaz très très élevés. Et donc des exploitations détournaient, on va dire, des productions de maïs normalement faites pour l'alimentation humaine et animale pour nourrir, entre guillemets, les méthaniseurs, tellement c'était rentable le débouché énergie. Et le coproduit de l'énergie pour ces grandes exploitations dans les Länder de l'Est de l'Allemagne devenait l'alimentation. On a pu connaître aux Pays-Bas des serres de maraîchage qui avaient une coproduction de cogénération avec la gestion de la chaleur interne à la serre et qui pouvaient prioriser la production d'électricité par cogénération par rapport aux débouchés alimentaires. On n'est pas dans ce contexte-là, il me semble, en France. Ça a parfois énervé les opérateurs, mais parce qu'on dit, après, des fois, on fait de la surréglementation. Hein. Question du collègue Pierre Cuypers tout à l'heure. Mais dans le développement de la méthanisation, il y a des bornes qui ont été mises qui prévoient qu'on ne peut pas alimenter, si on veut bénéficier des tarifs de rachat, un méthaniseur de plus de X%, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je dirais peut-être 10% ou 15%, de culture à vocation alimentaire. Donc on oriente dans l'alimentation des méthaniseurs qui pourraient aspirer des cultures alimentaires, de fait, on le réserve plutôt aux coproduits, aux sous-produits, que ce soit des déjections animales ou des écarts de tri, par exemple, de légumes ou de pommes de terre. Donc j'ai l'impression que ce risque est limité. Après, ce que vous décrivez, par contre, est un élément réel qui fait qu'au moment où il y a eu une envolée sur les prix des grandes cultures liées à la guerre en Ukraine, le développement de l'inflation qu'on connaît bien en France, et en même temps une stagnation, même s'il y a eu une petite amélioration des prix du lait payés aux producteurs, il y a un surcroît de travail, de pénibilité qu'on connaît, et donc des agriculteurs ont fait leur compte et ont considéré, soit parce qu'ils allaient bientôt partir en retraite, soit parce qu'ils étaient en cours d'activité, que ça valait plus le coup de garder leur cheptel laitier. Ils ont décapitalisé pour faire de la production agricole. Mais je ne suis pas sûr que ça soit lié aux débouchés énergétiques. Je pense que ça a été plutôt un effet, et on sait que ce n'est pas réglé encore dans notre pays, de doute sur l'avenir des systèmes d'élevage versus une montée en puissance des filières végétales avec la guerre en Ukraine. Bien, je vais regrouper les demandes d'intervention pour Nadia Sologoub. Oui, merci beaucoup. Je vais vous poser une question qui est peut-être un petit peu marginale, mais je m'interroge souvent sur les plantes envahissantes ou invasives, qui sont finalement une ressource agricole qui est juste considérée, je ne sais plus qui a dit, une mauvaise herbe, c'est juste une herbe dont on n'a pas encore trouvé à quoi elle sert. Et voilà, y a-t-il des recherches? Parce qu'on a quand même une ressource végétale qui est totalement inexploitée. Alors au niveau aérien, on est envahi de Renault et du Japon, la Jussie dans les cours d'eau. Et est-ce qu'on pourrait valoriser dans un esprit d'économie circulaire? Et puisque vous étiez permis d'élargir un petit peu le débat sur les passoires énergétiques, moi quand j'étais maire, j'étais toujours agacée de payer de l'énergie dans la salle où il y avait les ordinateurs pour les refroidir, et dans la pièce à côté, on payait de l'énergie dans la salle où on travaillait pour réchauffer. Donc je me dis toujours qu'on n'est pas encore très bon en économie circulaire, parce qu'il y a là pour le coup d'une énergie fatale. J'ai complètement dérapé, mais je voulais quand même utiliser le débat pour faire cette remarque. Vincent Séguin.
Oui, merci Monsieur le Président. Juste deux questions. Est-ce que l'INRAE suit la production de microalgues? Si oui, qu'en pensez-vous? Et sinon, pourquoi l'INRAE ne s'intéresse pas à la microalgue? Et la deuxième question, les méthaniseurs, on a compris que donc il y a eu des gros investissements en termes de méthanisation et en production. Pour la première génération, on continue d'investir. Et est-ce qu'ils seront adaptables pour la deuxième génération de carburant? Je veux bien entendre la fin de la question, parce qu'en même temps, je me renseignais sur microalgues et du coup, j'ai raté la fin de votre question. Excusez-moi. En ce qui concerne les méthaniseurs, on continue le développement de méthaniseurs aujourd'hui pour la production de carburant de première génération. Est-ce qu'ils seront adaptables pour la production de carburant de deuxième génération? Les méthaniseurs. Les méthaniseurs actuellement développés, est-ce qu'ils pourront servir pour la deuxième génération de carburant, ou on aura des process complètement différents qui seront développés? Béatrice. Oui, moi, la seule question que je voulais poser, mais peut-être que j'ai mal compris, quand vous avez parlé tout à l'heure qu'il fallait récupérer les données, les difficultés de récupérer les données, est-ce que c'est les données, notamment parce que vous avez parlé beaucoup de production d'hydrogène ou production de méthane grâce aux déchets? Donc, est-ce que c'est les données pour justement faire cette économie circulaire de récolte des déchets et de la quantité de déchets qu'on pouvait utiliser? Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Oui, pardon. Dans la suite de l'intervention de Vincent, mon collègue Vincent, on a visité vendredi le CEA de Cadarache où manifestement ils sont sur les mêmes créneaux que les vôtres, quoi. Apparemment, vous travaillez sur les mêmes choses. Et donc la question c'est... est-ce qu'il ne serait pas utile que deux centres de recherche comme les vôtres, d'autant plus qu'ils sont dans le secteur public, puissent unir leurs forces pour peut-être progresser plus rapidement? Et la deuxième chose, et c'est une question qu'on peut répéter chaque fois, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'on a une ligne directrice sur l'une des solutions possibles pour l'avenir, entre biomasse, première génération, deuxième, troisième, hydrogène, tout électrique, etc., etc., puisqu'on s'aperçoit qu'il y a une palette de possibles, et aujourd'hui, il n'y a pas d'orientation définitive. C'est-à-dire qu'on laisse chercher les uns et les autres de chaque côté, que ce soit d'ailleurs les établissements de recherche, que les utilisateurs ou éventuellement des sociétés privées, par ailleurs, type Total ou autre. Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à une solution qui soit plus universelle? Voilà. Je vais peut-être commencer par la question sur la stratégie de recherche et le CEA. Et puis, je n'ai pas noté toutes les questions, mais mes collègues l'ont fait, donc on va y répondre au maximum ensuite. On est plutôt bien coordonné, je pense, avec le CEA, mais aussi avec le CNRS et les autres acteurs de la recherche. Pour donner un exemple sur les microalgues, c'est le CEA et ce n'est pas nous. Donc, c'est la réponse à votre collègue. Et ça fait déjà un paquet d'années, puisque quand j'avais créé, moi, un groupement de recherche nationale sur l'agriculture pour la chimie et l'énergie dans les années 95-2000. Et il y avait tous les opérateurs de recherche dedans. Et effectivement, le CEA était déjà chargé de travailler sur la voie microalgues. Et on avait le sentiment à l'époque, je crois que ce que me disait Luc Fillodot en aparté, c'est toujours le cas, c'est que ça paraît très séduisant comme technologie, mais on arrive à des teneurs, des densités en matière sèche qui sont quand même faibles. Et donc, ça a le côté un peu magique du caractère renouvelable et d'avoir ces microalgues. On imagine du changement d'échelle, mais quand on se projette dans une logistique pour filtrer la matière produite, en avoir des quantités suffisantes et puis après la sécher, la déshydrater, l'utiliser, etc., c'est une autre paire de manches. Mais bon, le CEA a vous l'avez vu,
quand même des infrastructures technologiques impressionnantes et c'est bien qu'ils continuent de travailler là-dessus à moyen terme. Ils travaillent aussi sur d'autres sujets en énergie qui sont très importantes, hein, que ce soit sur la voie hydrogène notamment. Nous, on est plutôt, comme on l'a dit, et là je ne pense pas qu'on est en recouvrement avec eux, sur la voie des carburants issus de la biomasse, carburant liquide, et puis la méthanisation, le biogaz, l'hydrogène, donc plutôt complémentaires. Et on retrouve au sein de l'Institut Carnot 3 Bécard, donc il faut peut-être dire ce que signifie l'acronyme, Luc. Cet Institut Carnot que pilote INRAE, c'est un institut dont justement le but est de coordonner l'ensemble des organismes de recherche qui travaillent sur la biomasse dans leur relation avec les entreprises. Donc si une entreprise, petite ou grande, a un sujet, plutôt que de taper à la porte de tous les organismes, elle peut s'adresser à l'Institut Carnot 3 Bécard et avoir une présentation de l'ensemble de dispositifs français de recherche. Peut-être, Luc, quelques éléments sur 3 Bécard et les organismes qui sont dedans. Très brièvement sur le Carnot 3 Bécard qui est effectivement piloté par l'INRAE. Déjà l'acronyme Carnot 3 Bécard, c'est carbone renouvelable pour les biomolécules, donc les molécules biosourcées, les biomatériaux, matériaux biosourcés, et les bioénergies. Donc les 3B, c'est ça. La démarche, elle est très intégrative au niveau bioéconomique et y compris la bioraffinerie. C'est-à-dire que la sortie est bien bioénergie, mais pas exclusivement. Dans les bioénergies, il y a effectivement les biocarburants ou les agrocarburants, comme on voudra les dénommer. Et au sein de ce Carnot, alors qui est un des Carnots parmi les 39 du réseau Carnot, on est effectivement structuré en interne sous la forme de réseau. On a la responsabilité d'un de ces réseaux qui s'appelle Produits biosourcés pour la bioéconomie, P2B, mais qui couvre nos deux champs thématiques qui sont biomolécules et biomatériaux. En revanche, on est également impliqué dans une autre alliance, qui est l'alliance EFIC, qui signifie énergie à faible impact carbone, et dans lequel je veux souligner le fait qu'on est le seul Carnot qui traite des alternatives basées sur l'utilisation de la biomasse. Les autres sont des voies alternatives technologiques. Je voulais juste mentionner ce point-là. Et ça fait partie. J'avais vu votre rapport qui a été publié en 2020, je crois, c'est le rapport numéro 136 sur lequel vous faisiez l'inventaire de l'ensemble des financements de la recherche publique à travers les différents projets ANR et il me semble qu'il y avait l'ADEME et BPI France qui étaient repris, mais il y a également ce levier des Carnots qui doit être souligné. Voilà. Et pour compléter la réponse qui était apportée, effectivement, sur les microalgues, on collabore puisque le CEA est impliqué dans le Carnot 3 Bécard à travers sa structure LPCV, alors qui est une approche plus fondamentale que l'entité que vous avez visitée à Cadarache. On est sur de la photobioréaction, culture photobioréacteur. Il y a cette entité-là à échelle, je dirais, semi-industrielle. Et vous avez également les installations du GEPEA et Algosolis du côté de Saint-Nazaire. Donc on échange là-dessus. On est toujours sur l'utilisation de biocatalyseurs avec leurs avantages et leurs inconvénients. C'est inhérent à la biodiversité. Après, sur la question que vous posez sur pourquoi il n'y a pas une stratégie nationale décidée par les pouvoirs publics et du coup, y compris en matière de recherche sur les voies de développement des bioénergies, c'est une très bonne question. Je crois on est à la fois sur des secteurs réglementés, l'énergie, et sur des secteurs où il y a une forme de concurrence, avec dans le domaine du gaz, on le sait, ou même dans le domaine de l'énergie tout court, une ouverture du marché européen à la concurrence. Ça a fait suffisamment débattre. Et du coup, il y a une part des sujets qui sont liés à la tarification, soit des carburants via les discussions fiscales que vous connaissez bien, les prix de rachat de l'électricité quand on est sur de l'électricité renouvelable, la PPE qui donne quand même un cadre,
Ça a été, je pense, assez structurant. Se rajoute là en ce moment la discussion sur le projet de loi énergie-climat et la SNBC. Donc je pense que ce qu'on n'a pas connu encore, on va peut-être l'avoir demain dans le cadre du débat France Nation Verte, de la planification écologique, avec l'exercice. J'ai pas d'infos privilégiées, mais quand on regarde le fait qu'il va y avoir une stratégie nationale bas carbone qui va donner des termes de référence pour tous les secteurs, les transports, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie, en termes d'évolution de production de carbone à l'horizon de 2050 d'un côté, la loi de programmation de l'énergie de l'autre qui fixe aussi des conditions et des tarifs de rachat, je pense que pour les opérateurs, ça va permettre d'avoir une vision un peu plus claire de comment les choses peuvent se développer. Il y a, pour le moment, on voit qu'il y a des biocarburants de première génération qui ont trouvé leur place dans un marché qui est celui d'aujourd'hui, des transports routiers, des carburants, de la fiscalité des carburants. On a une vision à 10 ans, ça ne va pas changer beaucoup probablement. Après, l'électrique va monter en puissance, le thermique va progressivement sortir. Et c'est à ces horizons-là que c'est moins clair. Qu'est-ce qui va être la part il y aura probablement du thermique encore, hein, et les véhicules, il faudra qu'ils puissent continuer de rouler, ils ne seront pas tous arrêtés du jour au lendemain. Et donc, quels seront les carburants dans cette période, année 2030-2040, qui feront tourner les véhicules thermiques individuels, routiers? C'est une question. Moi, je n'ai pas forcément la réponse pour le parc roulant. Après, il y aura de plus en plus d'électriques vraisemblablement et de l'hybride. Nous, ce qu'on aura accumulé comme savoir et savoir-faire sera toujours disponible sur des matières premières qui existeront, mais il faudra veiller aux équilibres en priorisant l'alimentation, comme on l'a dit, et secondairement l'énergie. Et puis, il y a la question qui est peut-être la mieux repérée par les pouvoirs publics et les acteurs, c'est les jet fuels, parce qu'ils ont le sentiment que là, les alternatives électriques ne sont pas à portée de fusil. Donc, moi, je vois un petit peu, je pense que les cartes vont se clarifier un peu, mais on pourrait très utilement avoir une discussion multi-acteurs de la recherche, pouvoir public, opérateurs, pour réfléchir à ces scénarios-là. Encore une fois qu'on aura la SNBC avec la PPE, je pense qu'on aura les éléments pour le faire. Monique ? Juste pour ajouter un point, ce qui est difficile à prendre en compte, c'est l'évolution des technologies. Et sur 2050, en fait, ce qu'il faut arriver à voir, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de solutions qui sont matures à partir de la biomasse, mais on va buter à un moment donné, évidemment, sur cette disponibilité de la biomasse, mais en même temps, on le voit bien, l'hydrogène commence à sortir, la capture de CO2, il commence à y avoir des démonstrateurs, si vous avez écouté interroger les FPEN, hein, ils sont à fond dans ces logiques-là, mais ce n'est pas prêt encore à industrialiser. Donc voilà, il n'y a pas une solution. Il va y avoir un ensemble de solutions qui vont petit à petit se tuiler et se développer. Alors après, dès qu'on parle, que ce soit des jet fuel, que ce soit l'électricité pour les voitures légères, mais après tout ce qui est aussi véhicules, transport de marchandises, après derrière c'est l'énergie. Donc là, ça va être la demande en énergie. On n'aura plus la question de biomasse, mais on aura la question énergétique. Il va falloir énormément d'énergie électrique. Donc, comment on fait sur les seconde génération. Sur la seconde génération, c'est bien ce que dit Monique, c'est des étapes clés qui sont sur le pré-traitement et l'association d'opérations unitaires que l'on semble maîtriser quand elles sont prises individuellement. Or, on va souvent les associer. Ça peut être du couplage entre de la chimie verte et des biotechnologies qui induit une complexité. Et ça, on est obligé de l'aborder au niveau de la recherche dans un premier temps. Donc, on fait face à une grande diversification et diversité des intrants en termes de matrices lignocellulosiques, leur pré-traitement thermique, mécanique, chimique et ou biocatalytique au sens enzymatique, hein, c'est souvent des enzymes qui sont utilisées à ce niveau-là, pour l'obtention de la brique élémentaire qui est un sucre fermenticible, la plupart du temps des C6, très difficile avec les C5, et ensuite de réutiliser cette brique élémentaire comme substrat par un autre biocatalyseur qui va être un biocatalyseur microbien pour produire des molécules d'intérêt.
qui peuvent être de l'éthanol dans certains cas, mais qui peuvent être des synthontes, c'est-à-dire des molécules plateformes, et on fait le lien avec la bioraffinerie et l'utilisation autre que le carburant ou le biocarburant au sens strictus sensus. Et ça, je pense que c'est très important parce que ça nous a amené à développer en interne, je pense que Bernard pourra compléter, des techniques d'analyse et de caractérisation des intrants, mais aussi de la manière dont on les obtient, et aussi comment on va les transformer, et quels sont les défis scientifiques que l'on veut relever derrière. Et donc oui, typiquement pour la question de Madame la sénatrice, on ne l'a pas fait à ma connaissance, mais on pourrait le faire. Si vous avez un gisement connu de mauvaises herbes ou de plantes invasives qui est repéré spatialement et dont on peut caractériser le contenu, la composition, on peut voir après quelles sont les voies de traitement, de pré-traitement possibles, soit pour faire de la fermentation ou de la méthanisation. Mais il faudra avoir des gisements quand même assez importants pour qu'on puisse amortir à la fois les coûts de R&D et puis ensuite les coûts de transformation. Pour compléter, Oui, c'est toujours une question de récolte. Hein. On peut tout imaginer. On avait aussi pensé à toute l'herbe en bord des routes, en bord des voies ferrées, les algues vertes, tout ça. Le problème, c'est qu'il faut récolter. Et en fait, ce qu'on découvre avec la biomasse par rapport au nucléaire ou à l'énergie on était habitué avant, c'est que c'est territorialisé. Et vous ne ferez pas la même chose quand vous êtes du côté dans le sud-est ou quand vous êtes dans les Côtes d'Armor. Et donc, du coup, c'est cette notion qu'il va falloir adapter la solution. Et c'est ça qu'on a du mal à faire, quoi. C'est toujours cette question-là. Et juste pour que monsieur avait posé la question là sur la méthanisation, les méthaniseurs, ils font du biogaz. Hein. Ce n'est pas une logique de première génération, de deuxième génération. Hein. Ça, c'est pour les carburants. Hein, le méthaniseur, il prend en général un mélange de déchets agricoles, d'effluents d'élevage, des cives, il prend même des déchets ménagers et il fabrique du méthane. C'est peut-être la référence à méthanation. Non, la première génération, c'est l'utilisation des grains de blé, des grains de maïs, de la betterave, donc en concurrence directe avec l'alimentation. Pour faire des carburants liquides, l'éthanol ou du sucre et les carburants, oui. D'accord. C'était ça qu'on parlait de première et deuxième génération. On l'utilise moins. Alors, on pourrait l'utiliser aussi pour le biogaz entre des différentes techniques évoquées par Nicolas Bernet. Mais en l'occurrence, on a beaucoup parlé de première génération de biocarburants liquides, éthanol issu de betterave ou de blé, ester de colza ou de tournesol, pour ensuite parler de biocarburants de seconde génération, la même molécule d'éthanol, mais issue de sous-produits, de débris, de paille, de drèche, ou bien... voilà, donc c'était ça la différence entre première et deuxième génération. Première génération, c'est la matière première agricole alimentaire. Ce qu'on essaye d'éviter maintenant, pour plutôt travailler sur des déchets ou sous-produits, pour toujours essayer de produire le même type de molécules qui ont un intérêt en additivation des carburants. Et la troisième génération, c'est même plus par de la matière première agricole, c'est la fermentation et ou des productions qui viendraient de microalgues qui peuvent être éventuellement soit naturelles ou modifiées génétiquement, ou de macroalgues pour produire les mêmes molécules. Mais cette troisième génération, elle est encore plus éloignée dans le temps, parce qu'on a des rendements qui sont encore plus faibles. Elle est intéressante en théorie, mais le temps qu'on arrive à augmenter les rendements, après avoir des techniques d'extraction, de collecte pour arriver au produit, c'est quand même très très éloigné. L'avantage des premières générations, c'est que ça marche. Aujourd'hui, les deuxièmes générations, comme on le disait tout à l'heure, on a réussi à montrer que c'était possible de le faire de façon industrielle, mais à des coûts qui sont supérieurs à cause de ce pré-traitement d'une matière première qui est très hétérogène. Vous imaginez soit des tas de paille, soit des grains de blé. Ce n'est pas le même coût pour accéder au sucre, au glucose, de partir d'un grain de blé qu'on va faire fermenter assez facilement, ou de partir d'un tas de paille qu'il va falloir fractionner, casser la lignine ou la lignocellulose pour qu'ensuite la fermentation soit possible. Il y a une bonne image, vous êtes en forêt et c'est le vieux bois.
il y a une question de temps, mais là, on n'a pas les champignons, et d'ailleurs, on utilise les champignons pour essayer de trouver des nouvelles molécules qui permettent de dégrader la lignocellulose, mais là, on n'a pas le temps. Il faut le faire rapidement, et c'est ça tout l'enjeu, quoi. Lucien, tu veux... Juste une réflexion par rapport à la biomasse, plutôt le biocarburant de première génération. On a eu le débat ici avec les représentants du monde agricole sur la question de est-ce qu'on utilise les terres pour des productions vivrières ou pour effectivement faire du carburant, quoi. Et donc, d'ailleurs, c'est un débat qui continue à traverser le monde agricole de façon importante. Monsieur... Ah pardon, je vous en prie. Voilà, je voulais répondre aussi sur les données. En fait, tout ce qui a été dit là montre bien la nécessité de connaître finalement ce qu'on manipule. Et alors, diversité des ressources, oui. Donc, il faut savoir ce que c'est. La nature, en fait, c'est quelques constituants qui sont assemblés d'une manière très différente à chaque fois selon l'organisme qu'on considère, la matière qu'on considère. Donc, si on connaît cette matière-là, on peut probablement beaucoup mieux imaginer comment on va la déconstruire. C'est là que je voulais parler des données. Et ça rejoint la question de, OK, pourquoi est-ce que là, c'est positif de mettre tel type de culture, faire telle transformation, et on peut mesurer, on peut vraiment quantifier l'intérêt d'avoir ça, pour tout le monde d'ailleurs, que ce soit l'agriculteur, le consommateur, la terre, tout le reste. Et pourquoi dans d'autres endroits, ça ne marche pas, tout n'est pas transposable. Et donc, il faut bien avoir les données pour être capable de modéliser et de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est un enjeu qui est considérable parce que, encore une fois, on revient sur le temps. Alors, il y a déjà du capital parce qu'on a beaucoup de données, mais mettre ça en forme, le traiter, le réutiliser, et en fait, c'est quand même une difficulté qu'on a eue lorsqu'on a réfléchi sur les réponses à apporter, c'est qu'il y a énormément de connaissances dispersées, et il faut être capable de la rassembler pour l'utiliser correctement. Et ça aussi, c'est un travail de scientifique et qui est, je pense, très important à mettre en œuvre pour tout le monde, en fait. Voilà. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. 3 questions aussi rapides que possible. La première, c'est sur la deuxième génération, j'y reviens. Qu'est-ce qui manque en France pour que ça puisse fonctionner? Alors, on a compris que du point de vue technologique, ça marche. Certains nous disent, alors je mets notamment, je vais jusqu'au e-fuel, mais certains nous disent on veut des mandats d'incorporation clairs, on veut avoir de la visibilité. Bon. Est-ce que ça suffira? Et puis, plus globalement, quels sont les sujets sur lesquels vous auriez envie de nous pousser à faire des propositions? Puisque cette mission va produire un rapport dans l'idée d'accélérer ou en tout cas de contribuer à la décarbonation de ces secteurs-là, en gros transport et industrie pour faire vite, et donc quels seraient les points d'amélioration que les pouvoirs publics pourraient mettre en œuvre ou sur lesquels il serait bon qu'on s'interroge nous. Après on verra ce qu'on en fait, mais ça c'est assez concret. Dernier point encore plus concret, sur la biomasse, où Madame l'a effleuré tout à l'heure, mais comment on résout la question de la collecte? Et est-ce que c'est vraiment un verrou difficile à surmonter ou pas? Est-ce que vous avez regardé ce point-là? Simplement, pour la filière bois, comment vous fonctionnez et vos rapports avec l'ONF, voilà, comment ça se passe dans la filière bois? Excellent. Peut-être commencer par la filière bois. Donc on a très bon rapport avec l'ONF, mais pas uniquement, avec l'ensemble des opérateurs, que ce soit les propriétaires forestiers, CNPF, les communes forestières. On a le centre de technique du bois et de l'ameublement, le FCBA. Et donc on a associé l'ensemble de ces partenaires dans un programme prioritaire de recherche qu'on va piloter à la demande du gouvernement sur l'avenir des forêts françaises face au dérèglement climatique. Il y a évidemment des très très gros enjeux. Donc on a une bonne coordination. Il faut reconnaître, et peut-être que ça fera un lien aussi avec la question que monsieur le rapporteur posait sur des suggestions, c'est vrai qu'on n'a pas de grand programme de recherche orienté bioénergie en ce moment. On a un grand programme de recherche qui nous a été demandé, qu'on va copiloter avec l'IFPEN sur les plutôt biomolécules orientées décarbonation, transformation sur les projets process de transformation de la biomasse et production de biomolécules et de biomatériaux. Mais ce n'est pas l'énergie qui est ciblée en tant que telle, sous ton contrôle, Monique, puisque c'est toi qui le prépare.
Et sur la forêt, on en a un qui est sur la forêt en tant que telle et sa résistance au dérèglement climatique, mais qui ne va pas jusqu'à la transformation des bois et en tous les cas pas sur la production d'énergie ou de molécules. Donc la question pourrait se poser de se dire, est-ce que, puisque France 2030, que vous connaissez, est quand même un ensemble de programmes très intéressants, et nous, on est déjà pilote de plusieurs programmes. On a un programme sur l'accélération de la transition agroécologique et le numérique, on en a un sur l'alimentation saine et durable, on en a un sur la prévention des pandémies, on va en piloter un donc sur les biomolécules, mais il n'y en a pas sur les bioénergies en tant que telles. Peut-être parce que, ça revient un peu toujours sur notre discussion, peut-être parce que les pouvoirs publics et les opérateurs considèrent que les technologies sont en bonne partie matures et que là où il y a de la rupture technologique, c'est l'hydrogène, le véhicule hydrogène. Et là, il y a un PEPR qui est parti sur les batteries, sur les piles à hydrogène, sur la voie électrolyse, mais pas, probablement, on ne doit pas considérer les jet fuels. C'est un sujet qui intéresse Boeing, qui intéresse Airbus, et chaque compagnie regarde. J'imagine que Total, évidemment, a ses propres programmes de recherche là-dessus, mais ça n'a pas été identifié comme un sujet pour porter un programme d'intérêt national. Voilà, biocarburant du futur pour le transport aérien, par exemple, c'est voilà, ou le transport d'une manière générale, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui. Nous, on en fait sur nos propres fonds, comme le CEA, le Carnot permet d'avoir des partenariats. Hein. Honnêtement, on ne se plaint pas, mais il n'y a pas, on n'a pas formulé à ce jour un grand programme sur le sujet. La question, qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait un réel décollage de la seconde génération en France? On pensait en être passé pas loin avec Futurol. Probablement qu'il n'existe pas aujourd'hui un mandat d'incorporation obligatoire et ou une incitation dédiée à cette seconde génération, je crois. Je ne suis pas non plus forcément au fait de tous les arcanes de la réglementation européenne et nationale, mais je pense qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Et donc, la compétitivité relative de ces filières de seconde génération étant moins bonne que celle de première génération, n'a pas trouvé son marché. Si on voulait la pousser, on pourrait imaginer... Voilà, ou du moins des mandats insuffisants. Ou des mandats insuffisants. On arrive à les atteindre sans ça. S'il y avait un mandat dédié qui disait, bah, tiens, il faut, à l'horizon, je dis vraiment n'importe quoi, hein, 2030 ou 2028, il faut qu'il y ait 2 ou 3% dans les 13 ou 14% de la directive européenne, il y en a 3 ou 4% qui devront impérativement venir et être pour tous les distributeurs issus de cette seconde génération. Ça mettrait peut-être les acteurs économiques en situation de se dire, bon, bah, on va avoir un enjeu, on va avoir un marché, une cible, on se prépare à investir. Comme c'est à ma connaissance pas le cas, en tous les cas pas de façon vraiment contraignante, pour le moment, ils estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle et que ça serait un risque à prendre. Donc il y a peut-être quelque chose à imaginer si on voulait vraiment avoir une référence ou des références en Europe. Si c'est oui, dites-le, Luc, hein, si vous voyez, c'est la même chose. Oui, on est remonté sur les mandats. Enfin, là, l'état actuel des discussions européennes fait que ça remonte. Mais est-ce que c'est assez pour que économiquement ça tourne, pour qu'on ait vraiment besoin de ça, voilà, notamment sur les fuels. Et c'est pas sous votre contrôle, du coup, c'est une question du coup que je vous retourne. C'est pas un mandat impératif pour la seconde génération. Si c'est un mandat impératif qui doit être obligatoirement atteint, ou c'est quand on va au-dessus des 7%? Alors bon, le diable est toujours dans les détails. Il faut qu'on regarde. C'est ce qui a été stabilisé il y a notamment 3 semaines, je pense, de mémoire. Alors est-ce qu'on a tous les textes pour être un minimum prudent? Mais quand même. Voilà. Mais c'est en gros ce que nous disent les raffineurs, pour dire les choses clairement. C'est on voudrait des mandats plus importants et une visibilité plus importante. Voilà. Bon. Mais il y a des progrès, on voit bien. Après, il faut regarder les détails. Et est-ce que ça... Enfin, la transformation d'une raffinerie en bioraffinerie, on a visité ensemble la Med. Bon, c'est quand même pas si simple que ça. Bon, voilà, on a vu des personnels très investis. Il faut saluer cet effort, c'est pas rien. Mais
quand même, il faut que ça tourne tout ça. Alors après, on nous dit aussi que finalement, autant le faire sur des sites existants et avec des personnels, et que peut-être que ça coûtera moins cher en faisant comme ça. Bon, j'entends le raisonnement. Je pense que ça, il faut le vérifier aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a, en tous les cas, les capex de ces investissements sont très élevés. Donc, il y a peut-être à regarder ça. Mais pour le coup, là, on est un peu à la limite, voire à la limite dépassée de nos compétences. Mais on a entendu plusieurs dizaines de milliards. Ouais. Si on voulait, alors je n'ai pas tout le raisonnement en tête, je n'ai pas mes notes avec moi, mais si on voulait être en ligne avec les objectifs pour la filière e-fuel, par exemple. Ouais. Parce que c'est ça notamment sur la MED. Mais là, on va aligner les dizaines de milliards. Et donc la question, c'est qui les met. Bon. Ouais. Soit c'est de l'aide fiscale, soit c'est le consommateur final. Et c'est rendu obligatoire. C'est la question qu'il y a pour le biogaz aussi. Soit c'est une obligation faite pour le distributeur, mais ça veut dire que c'est répercuté sur le consommateur. Non, simplement, c'était pour compléter ce que dit monsieur le rapporteur. C'est qu'on a l'impression que, en fait, mais ça dépasse notre débat là. On a un état de fait qui fait que, d'ailleurs, on a toujours du pétrole. Et qu'on a plutôt tendance à avoir envie de rien changer dans le système, quoi. C'est un peu ça, là. Le sentiment qu'on a. On a rencontré multitude de personnes et on a l'impression que... Alors, il y a plein de choses qui se font, plein, intéressantes, bon. Mais au bout du bout, on a l'impression que, pour l'instant, on garde le système qui tourne, quoi. Bon, voilà, bon... Sauf que je crois que l'histoire va nous rattraper, quoi, à un moment donné. Oui, c'est sûr. Et que ne sera-t-il pas trop tard? Lucien, tu as raison, notre espèce animale cherche toujours son confort depuis qu'elle est sur Terre. Donc c'est un problème. Cela dit, il me semble qu'il y a des prévisions au niveau du climat qui font qu'il vaudrait mieux arrêter de produire du coco d'œuf. Et le temps nous est compté, si j'ai bien compris. Et puis il y a quelque chose qu'on réalise mal, c'est les conséquences sur le changement climatique en termes d'événements. Voilà, y compris au bord de la mer, pour des futurs EPR, etc., etc. Je pense qu'on a du mal à se projeter parce que ces événements-là, pour le moment, on ne les connaît pas. Voilà, je pense qu'on a... je voulais vous remercier de nous avoir accordé du temps, de l'éclairage, et puis nous avoir donné des chiffres quand même, parce qu'à un moment, ça permet de mesurer dans son cerveau un peu les difficultés ou moins qui nous attendent. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, y compris pour Narbonne. Je suis désolé, comme on parlait de biocarburant, aviation, Toulouse. C'est pas très loin, c'est pas très loin. Et donc, c'est un laboratoire qui a été créé sous le contrôle de Nicolas en 1933 à Narbonne pour traiter des effluents des caves viticoles et qui est aujourd'hui un des meilleurs labos au niveau mondial sur la méthanisation. À Narbonne. Quand vous allez dans l'Aude, voilà. Vous êtes les bienvenus. Oui, quand il n'y a pas de vent. Quand il n'y a pas de vent, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et votre accueil.